Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là après une journée sans doute longue et voilà, dans vos librairies ou peut-être chez vous. Nous sommes très heureux de cette avant-première, très heureux parce que les librairies sont des lieux de confiance et des lieux de transmission, et ce qui compte particulièrement dans le livre d'aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression que la vidéo n'est pas très bonne. Je m'appelle Catherine Meyer, je suis éditrice en non-fiction à l'Iconoclaste. Et ce soir, je voudrais vous présenter un livre qui nous tient particulièrement à cœur et qui paraîtra à l'Office du 2 octobre aux éditions de l'Iconoclaste. Ce livre est né d'une rencontre, une rencontre entre Christophe André, que vous connaissez bien. Vous m'entendez toujours ? Oui, entre Christophe André, que vous connaissez bien, et deux cancérologues, Chloé Bramy, que vous voyez avec des longs cheveux blonds et des lunettes, et Violaine Forissier. Une rencontre au cours d'une conférence sur le sujet de la santé active, mais aussi et surtout une rencontre d'esprit et une rencontre de conviction avec un même désir partagé de remettre l'humain au cœur du soin. Alors cet échange, il a été tellement fort et passionnant que tous les trois ont souhaité le poursuivre pendant une année en se retrouvant et puis en continuant à échanger, en parlant, une année qui a pris corps dans un livre, comme l'avait fait Christophe avec ses deux amis Mathieu Ricard et Alexandre Jolien sur la sagesse, pour ce livre Trois amis en quête de sagesse, mais cette fois-ci sur ce thème donc de la santé et du soin qui s'est peu à peu resserré autour du cancer, qui est une expérience que Christophe a traversée et qui est le cœur du métier de Chloé et de Violaine, parce que le cancer est une maladie qui cristallise un petit peu toutes les grandes questions du soin, et aussi parce que elle concerne environ une personne sur cinq, autant dire probablement des gens qui sont là ce soir et très probablement des lecteurs et des lectrices ou des proches qui seront dans votre librairie. Donc de cette expérience est né un livre unique, sans équivalent. Il n'existe pas de livre qui ressemble à ça. Et je voudrais justement tout de suite demander peut-être à Christophe de nous dire qu'est-ce que c'est que ce livre un petit peu unique et différent. Merci Catherine, et puis merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous, de partager ce moment. C'est un livre effectivement qui n'est pas un livre d'explication médicale sur le cancer, qui n'est pas le récit d'un patient traversant le cancer, etc. C'est un livre compagnon, là on l'a baptisé un petit peu comme ça, un livre compagnon ou un livre hybride, hein, c'est un mot à la mode, même si il signifie parfois des choses un peu douloureuses, la guerre hybride, mais il est hybride en ce sens que c'est un livre qui est destiné à accompagner les personnes et leur entourage qui sont confrontés à l'expérience du cancer, à la traversée de cette maladie. Donc, on y donne à la fois des informations scientifiques, en tout cas celles dont on pense qu'elles sont importantes à connaître quand on est patient ou quand on est proche. On y donne des conseils validés, en tout cas on parle de l'expérience que Chloé et Violaine ont en tant qu'oncologue s'intéressant à la psychologie, à la relation avec les patients, et moi en tant que psy m'intéressant au cancer, bien obligé. On y aborde des sujets aussi généraux, enfin tout ça on va en parler ce soir, comme est-ce que l'entourage, la pollution, l'environnement jouent un rôle dans le cancer? Enfin, c'est un livre où il y a beaucoup de choses, mais notre idée, c'était d'en faire une sorte de mal au trésor ou de boîte à outils que les personnes concernées pouvaient s'approprier, dans lesquelles elles pouvaient puiser régulièrement du réconfort, des informations, des directions pour conduire leurs efforts. Voilà un peu le résumé. Qu'est-ce que tu dirais, Chloé, aussi? Qu'est-ce que
On voit là des extraits, des doubles pages du livre. Ça, c'est ce qu'on appelle les interchapitres. Sur des chapitres thématiques, il y a des petites, des cours interchapitres comme ça, avec des conseils pratiques, des choses plus concrètes. Chloé, toi, Oui, à merci, quoi merci ressemble ce Catherine, livre? merci. Moi, alors, je vais être honnête, hier soir, j'ai relu un peu une partie du livre. J'avais besoin d'être en immersion pour ce soir. Et peut-être pour compléter, c'est dire que c'est un livre, et tu dis souvent ça, Christophe, dans le livre d'ailleurs, tu parles de la partie objective et la partie subjective. C'est un livre qui est à la fois plein d'expériences vécues, intimes en fait, que ce soit en tant que patient, en tant qu'aidant, en tant que professionnel de santé aussi. Donc on partage vraiment notre intimité et en même temps, en effet, on va donner beaucoup d'éléments très objectifs, des connaissances, sur le sujet et je crois que c'est un peu la force, du livre aussi, voilà, les 2 éléments qui sont ensemble. Finalement, excuse-moi, Violaine, tu t'apprêtais à parler sûrement, mais j'ai une idée qui me vient. On s'est dit que ce bouquin, c'était un peu ce dont pouvaient rêver, en tout cas, les patients, leur entourage. C'est comme assister à une conversation entre trois médecins qui parlent entre eux de tout ce qui leur semble important en matière de cancer. Et je pense que pour un patient, voilà, vous êtes invité à une soirée, puis il y a deux oncologues, un psy, tous les trois concernés de près qui se mettent à parler quoi, de tout ce qui compte, de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il ne faut pas faire, de tout ce qu'il faut savoir. Et on voudrait que les lectrices et les lecteurs soient un peu dans la pièce avec nous à découvrir un peu tout un tas de choses, certaines qu'ils croyaient savoir, d'autres qu'ils découvrent, d'autres qui leur sont confirmées. Voilà, c'est un peu aussi l'idée d'une conversation à laquelle on invite les lectrices et les lecteurs à assister. Excuse-moi, Violaine, me suis glissé avant ton intervention. Non, aucun problème, merci beaucoup, bonsoir à tous. Non, j'aimerais simplement rajouter, je crois qu'on en parle beaucoup de ce repli que peut créer la maladie, de ce sentiment d'isolement du reste du monde, que peuvent vivre les personnes qui sont touchées. Et en fait, dans ce livre, je crois qu'on a aussi essayé de créer du lien et de la reliance pour trouver des réponses à certaines questions, mais pour aussi, se sentir moins seul dans ce parcours, face dans un milieu où, même s'il y a beaucoup de personnes touchées, c'est pas forcément évident de rentrer en lien avec des personnes qui partagent la même chose. Et en fait, le format du livre aborde des grands thèmes qui peuvent être lus de manière très indépendante. Donc en fait, on peut simplement ouvrir à un endroit qui est la question du jour et ne pas venir lire les chapitres précédents si ce n'était pas le moment. Donc je crois que ce livre a vraiment pour vocation de respecter aussi la temporalité de chacun. Et voilà, il est très... faut pas le lire d'une traite. Voilà, on peut vraiment s'autoriser. Et je crois que c'est important aussi de respecter le rythme voilà, qui peut arriver et être complètement différent en fonction des gens. Tout à fait. Il y a 14 chapitres, je précise, hein, dans lesquels effectivement on peut naviguer très agréablement. Enfin, c'est un dialogue, on entend les trois voix et c'est tout à fait chaleureux et vivant. Ça, c'est vraiment une notion importante. Alors, ce que je voulais aborder vous avez parlé de la forme que prenait ce livre et ce qui est bien, c'est d'expliquer donc l'intention, enfin ce à quoi ce livre peut servir. Et la toute première intention, c'était tout simplement, et c'est déjà assez énorme, de répondre aux besoins des patients. Alors, est-ce que, Chloé, déjà, tu peux nous dire, toi, en tant que cancérologue, qu'est-ce que tu ressens chez les patients comme besoin qui était nécessaire, qui appelait un livre, un complément à ce qui se passe à l'hôpital ou en ville? Bah, oui, non, peut-être déjà se rappeler dans la genèse, en effet, du livre que nous, dans nos cabinets, on voit bien qu'on répond pas, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, qui demandent du temps. Et puis, il y a des études cliniques qui nous montrent que les besoins des patients en termes de prise en charge de la douleur, de prise en charge de symptômes en lien avec la maladie sont insuffisants. Et c'est des gros pourcentages.
Mais en fait, on s'est retrouvés tous les trois dans cette fameuse conférence à Nasbinal avec à peu près 700 personnes, je crois, à cette conférence. Et là, on s'est rendu compte que ça bouillonnait aussi de questions sur cette thématique. Et je crois que ça a émergé de là, c'est-à-dire à la fois parce que nous, on était convaincus de ce qu'on entendait, à la fois la convergence des études et à la fois cette conférence concrète tous les trois qui nous a montré que bon, il y avait clairement quelque chose à partager en fait. Voilà. Après, peut-être que Violaine, voilà, peut compléter les besoins. Oui, les besoins, en priorité, les patients ont besoin d'être traités avec les meilleurs traitements qui soient. Et je crois qu'en France, on a la chance de pouvoir bénéficier de tout ça. Mais au-delà des traitements reconnus, validés, etc., qui amènent le plus de chances de guérir de la maladie, il y a beaucoup de besoins qu'on n'arrive pas à rencontrer pour plein de raisons. Parce que déjà, c'est très complexe. La maladie, elle va toucher le corps, mais elle va impacter énormément de dimensions de la personne. Elle va l'impacter d'un point de vue psychique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel. Ça va impacter la famille, ça va impacter son rapport à la vie, au monde. Voilà, ça va vraiment venir chambouler plein de choses. Et nous, en tant que médecin, en tant que cancérologue, quand on est dans ces consultations où déjà on doit annoncer des traitements lourds, compliqués et qui viennent vraiment chambouler toute une vie, on n'a pas forcément toujours le temps d'envisager toutes les problématiques. Et donc voilà, c'est comment on fait avec ça, comment on arrive à prendre en charge une personne qui est atteinte d'une maladie et pas uniquement une maladie. Et donc, comment on peut répondre à tous les besoins des patients. Donc, c'est vraiment l'enjeu de discussion qu'on a pu avoir au cours de ce livre. Et je peux peut-être vous donner un exemple. J'en parle un petit peu dans le livre à un moment. C'est nous, en tant que cancérologue, on est très contents quand on arrive au bout des traitements, qu'on se rend compte que tout est arrivé, tout a été mené à bien, dans de bonnes conditions, il y a eu une bonne tolérance, etc. Et puis on annonce aux patients que c'est terminé et c'est bon. Ils peuvent être tranquilles, ils sont en rémission et puis on se verra plus tard. Et en fait, j'étais dans cette consultation avec une jeune femme qui était atteinte d'un cancer du sein et donc qui était en rémission. Et vraiment, moi, pleine d'enthousiasme, je lui partage ça. Et en fait, là, je découvre sa détresse de me dire, mais en fait, tout le monde me dit que je suis rayonnante, tout le monde me dit, oh, tes cheveux repoussent, tu vas bien, etc. Mais en fait, moi, je me sens pas du tout bien et je peux pas le partager parce qu'en fait, tout le monde me dit que c'est fini et que ça doit aller. Et donc, voilà, moi, ça m'avait frappé cette consultation, presque avec un sentiment de honte en tant que médecin, de me dire, mais je passe à côté de plein de choses. Donc voilà, c'est comment on peut venir rencontrer tous ces besoins et on vient discuter de tout ça dans le livre. Oui. C'est-à-dire, bon, c'est pas facile d'être médecin, hein, c'est un boulot compliqué, on fait de notre mieux, mais souvent, il y a des choses quand même qui peuvent être améliorées. Ce qu'on essaie de faire passer dans le livre aussi auprès des patients, ce qu'on a compris des besoins des patients, c'est bien sûr, il y a des informations, hein, c'est clair qu'il y a des questions que se posent les patients. Est-ce qu'il y a un rapport entre stress et cancer? Est-ce que je peux, en faisant certains efforts, faciliter ma guérison? Bon, il y a tout le côté informatif, mais il y a aussi des besoins relationnels. Ce sur quoi on insiste beaucoup dans le livre, c'est que un soin, c'est pas seulement des gestes techniques que notre médecine propose parfaitement. Les cancers aujourd'hui sont très très bien soignés d'un point de vue technique. Vraiment, les progrès sont spectaculaires d'année en année, presque de mois en mois. Mais ce qui manque souvent quand on écoute les patients, c'est le lien, le temps passé, l'écoute des petites questions, l'attention prêtée aux détails. Et quelque chose qui nous avait mis la puce à l'oreille et que Chloé et Violaine connaissent bien, elles en parleront tout à l'heure dans le cadre de ce qu'on appelle l'oncologie intégrative, c'est que dans un parcours de soins, on s'aperçoit que à un moment ou à un autre, presque 80% des patients qui ont un cancer vont consulter pour recevoir des soins complémentaires. Ça veut dire beaucoup de choses parce que ce qu'ils reçoivent dans ces soins complémentaires, ce n'est pas seulement des techniques spécifiques, d'ailleurs dont la validité scientifique n'est pas toujours clairement établie, mais c'est de l'attention, de l'écoute,
quelque chose qui nous frappe beaucoup aussi en cancérologie, c'est qu'il est très fréquent que les patients sortent de la consultation avec plein de questions, non seulement qui sont sans réponse, mais qu'ils n'ont même pas osé poser, et en disant ce pauvre cancérologue, cette pauvre oncologue, ils sont tellement débordés, ils sont tellement submergés qu'on ne va pas les embêter avec notre constipation, nos brûlures de la plante des pieds. Et par contre, dans les médecines complémentaires, ils trouvent une écoute, une attention prêtée à ces choses-là. Donc, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que, comme le disait Violaine, on ne soigne pas des maladies, on soigne des personnes. Et que les personnes, elles ont des besoins qui parfois sont des besoins à côté de la maladie, ou qui paraissent à côté de la maladie, mais qui en réalité sont tout à fait associés à ce qu'on ressent quand on est patient. Donc on a voulu embrasser assez largement tout ce qui nous semble être utile pour cette grande traversée, effectivement, qu'est la traversée d'un cancer. Alors, une autre dimension de ce livre extrêmement intéressante, c'est que vous expliquez ce qu'est un cancer et pourquoi c'est une maladie à part. C'est une maladie à part pour les patients qui ont extrêmement peur, qui la voient comme un ennemi tueur. Et Violaine, toi qui as une formation biologiste, tu expliques très bien les mécanismes, tu nous en diras quelques mots. Donc, c'est intéressant de voir votre regard à vous de médecin et aussi notre regard de citoyen, parce que le cancer aujourd'hui, ça n'est plus uniquement une affaire individuelle, c'est une affaire collective dans la mesure où l'environnement, maintenant, est la cause principale des cancers. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Violaine, tu peux nous expliquer ce qu'est un cancer très simplement? Oui, bien sûr. Mais déjà, comme Catherine nous le rappelait au début, c'est vraiment une pathologie de plus en plus fréquente. En France, on a à peu près un diagnostic de cancer toutes les minutes, 430 000 nouveaux cas par an. Donc déjà énormément de monde touché. Et presque 4 millions de personnes vivent en France en ayant traversé l'épreuve de la maladie. Donc ça, c'est déjà pour se rendre compte qu'on connaît beaucoup de gens qui ont traversé ça. Et en fait, le cancer, ce qu'il a d'assez perturbant, c'est qu'il va se développer à partir de nos propres cellules. C'est-à-dire que dans notre corps, on a des cellules qui sont un peu comme des usines, qui vont avoir une fonction propre. Et au cœur de ces cellules, on va avoir un livre, en fait, qui va être lu et qui va permettre à la cellule d'assurer sa fonction. En fait, cette cellule, en se divisant, parce qu'elle va se diviser pour avoir des cellules filles, elle va devoir recopier tout son livre. Donc ça doit bien vous parler. Et quand on recopie un livre, eh bien, on a des risques d'erreur. Voilà. Et plus on le recopie, plus on a des risques d'erreur. Et en fait, des erreurs qu'on ne voit pas, qu'on ne corrige pas, ça s'appelle des mutations. Et ces mutations, quand elles s'accumulent, elles vont faire que la cellule va pouvoir se transformer en cancer. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que quand on va lire le livre, la fonction sera plus tout à fait la même et que la cellule va pouvoir devenir autonome, être à son propre compte et créer ce qu'elle a envie de créer, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus en lien avec l'équilibre du corps humain et sa fonction propre. Donc en fait, la cellule malade, progressivement, va proliférer, créer une masse qui va grossir, et puis un jour, des petites cellules vont partir pour aller diffuser dans le corps. Voilà, ça c'est le cancer. Le cancer avec une tumeur qui peut être dans un organe donné et qui après peut partir à distance à d'autres endroits. Donc ça, c'est extrêmement déstabilisant parce qu'on se dit que notre propre corps va créer quelque chose qui peut nous emmener vers la mort et qui, s'il est détecté suffisamment tôt, pourra amener une rémission ou une guérison. Voilà, pour le dire simplement en termes biologiques. Ouais, très bien. Pardon, on peut parler spontanément, Catherine. Ah oui, oui, bien sûr, oui, au contraire. Il n'y a pas besoin de moi. On m'a dit que j'avais un cancer, j'étais un peu scandalisé, je n'étais pas content vis-à-vis de mon corps, quoi. Je me disais, bon sang, il m'a fait un enfant dans le dos, enfin, il m'a fait un sale coup. Et ce côté que tu décrivais, Violaine, hein, c'est pas comme une maladie dégénérative. Au fond, quand j'ai une maladie, je sais pas, quand j'ai un infarctus ou une maladie dégénérative, mon corps lâche, mon corps cède et je peux dire, bah, le pauvre, il a fait de son mieux, mais il craque brutalement ou lentement.
Là, c'est pas ça, quoi. Il fait un sale coup en douce, et quand on s'en aperçoit, ça a déjà démarré. Et donc ça, c'est quelque chose de très spécifique par rapport au cancer, il me semble, lorsqu'on est patient. Et avec ce mythe aussi du cancer comme un processus plein de malignité. Le mot malin en français, on l'associe souvent au diable, c'est quelque chose à la fois de très intelligent et de très malfaisant, de mal intentionné. Et c'est vrai qu'on évoque dans le livre toutes ces peurs liées au cancer, toutes ces craintes, certaines légitimes, d'autres non, parce qu'elles font partie aussi de ce que vivent les patients. Et c'est pour ça que c'est très précieux que Violaine et Chloé répondent en tant qu'oncologues, hein, sur ce, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir de cette maladie. Certains de nos collègues appellent le cancer la super maladie ou l'empereur de toutes les maladies, pour rappeler à quel point elle concentre beaucoup des peurs, beaucoup des craintes, beaucoup des difficultés qui sont retrouvées de manière générale dans les maladies importantes en médecine. Voilà, je voulais mettre mon petit grain de sel par rapport à cette histoire en tant qu'ancien patient, enfin ancien j'espère. Et Non, juste merci, avant c'est de donner important. la parole à Chloé, parce que ce que tu dis, Christophe, c'est important et ça fera le lien avec l'environnement, c'est d'autant plus atroce quand on a un cancer et qu'on se dit, mais en fait, je me suis bien nourri, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Enfin, il y a tout ce côté un petit peu culpabilisant par rapport à ça. Et toi, tu t'es senti trahi. Tu t'es dit, mais c'est vraiment injuste. Enfin, je ne suis Bah pas ouais. fumeur, j'ai un cancer du poumon. Voilà, pardon, Chloé. Non, non, c'est très important. Et puis ça rappelle, et je crois qu'on a essayé aussi ça de le rappeler que finalement, il y a un très faible pourcentage de cancers génétiques et que c'est lié à plusieurs facteurs en fait, et pas à une seule chose qu'on aurait bien faite ou mal faite. Et ça, on le rappelle vraiment dans le livre, le lien en effet au stress, le lien à l'environnement dont on parle, le lien à l'alimentation, le lien aussi à des facteurs parfois qu'on ne connaît pas. Et à un moment dans le livre, Christophe, tu rappelles le fait que, je n'ai pas tes mots exactement, mais en disant que c'est pas si important de savoir pourquoi, le sens en fait de la maladie, mais par contre que ça te met, que ça a donné du sens pour le reste à vivre de la maladie. Et ça, c'est très fort. Et de pas être figé sur la raison. Souvent, les patients nous ramènent ça, ils restent un petit peu figés sur pourquoi ça m'arrive. Et je crois qu'on a apporté beaucoup de nuances. En fait, le mot qui me vient aujourd'hui, c'est la nuance. C'est un livre plein de nuances, en fait. Et, et c'est rare, en fait. Bon, Violaine et moi, on parle aussi un petit peu de nos études. Hein. Même tous les trois, on aborde aussi nos études. Et dans la formation, pardon, c'est très rare la nuance. On nous demande, on nous apprend d'avoir une réponse parfois un peu binaire. Et là, on vient montrer aux gens qu'on peut amener de la nuance en médecine et de la nuance en lien avec cette maladie, en fait, comme la nuance de la vie. Donc, ouais, c'est un livre de nuances. Ce que j'ai trouvé très fort, moi qui ne suis pas du tout médecin, donc qui suis une sorte une éditrice ou un éditeur, c'est un peu comme un super lecteur, si je puis dire, qui essaie d'être plusieurs lecteurs à la fois, c'était d'avoir aussi vos points de vue de soignants, notamment Violaine et Chloé, ce que vous expliquez, vous souffrez aussi dans votre métier. C'est difficile quand pendant toute une journée, il faut annoncer à je ne sais combien de personnes, ce qu'on appelle les annonces, les consultations d'annonces. Et ça, j'ai trouvé que j'avais lu ça nulle part et j'avais entendu ça nulle part. Et je trouve que ça crée ce lien qui, pour vous, qui fait partie aussi du soin, justement, il n'y a pas d'un côté les soignants, les patients qui sont des pauvres petites choses ignorantes, et de l'autre côté, les soignants qui sont d'une façon verticale délivrent le savoir et le soin. Ça traverse tout le livre et je trouve que c'est une dimension qui est absolument essentielle. Enfin, moi, ça m'a beaucoup donné d'espoir dans ce que devenait la médecine en vous voyant vous, en disant, tiens, mais la médecine est vraiment en train de changer
dans la bonne direction. C'est un livre qui est plein de choses très fortes. Voilà. Et donc, après, le gros du livre, c'est vraiment aider à traverser la maladie. Dire à Christophe, mais tout ce que tu veux. Non, mais là, on a à l'image là une des infographies. Il y a pas mal d'infographies dans le livre qui résument un petit peu des données chiffrées, relationnelles, etc. Le moment où le médecin annonce un diagnostic de cancer, c'est un moment typique des progrès qui ont été faits en médecine. Moi qui fais partie de la vieille génération, je me souviens, quand j'étais jeune psychiatre, je devais être encore interne d'ailleurs, j'étais attaché dans un service de chirurgie oncologique où il y avait beaucoup de cancers féminins, seins, utérus, et ça emmerdait les chirurgiens d'annoncer le diagnostic parce que ça faisait pleurer les patientes et ça ne les intéressait pas de consoler des patientes. Leur boulot, c'était de les opérer aussi bien que possible, de les soigner aussi bien que possible. Et donc, ils m'appelaient, ils me disaient, André, elle pleure, tu peux aller la voir. Et j'étais comme un âne, là, quelqu'un à qui on avait annoncé un cancer. Je savais vaguement il fallait que j'aille consoler. Ça, aujourd'hui, ça n'est plus pensable. C'est plus pensable. On ne fait plus ce genre de dégâts en négligeant l'aspect relationnel. C'était une vision de la médecine où la médecine, c'était des gestes techniques, c'était des soins, parfois, pas toujours, parfois dépourvus d'aspect empathique et relationnel. Aujourd'hui, le moment de l'annonce, c'est devenu un geste médical. C'est là ce que tu disais tout à l'heure, Catherine, la consultation d'annonce. Chloé et Violaine en parleront mieux que moi. Et on n'a pas le droit de bâcler ça. C'est un moment très important pour la suite, parce que même quand on le fait bien, on a vu tout à l'heure là sur la petite infographie, même quand on le fait bien, les patients sont très secoués. Et quand on le fait mal, c'est une catastrophe. Ça met la relation et les soins sur des très mauvais rails. Et donc ça fait partie des choses qui ont beaucoup évolué et qui ont évolué dans le sens de ce pourquoi on plaide, une médecine qui soit une médecine de la personne, pas une médecine technicienne, mais une médecine humaniste, pas une médecine des organes, mais une médecine des humains, etc., etc. Voilà, je voulais juste rajouter c'est une note positive, c'est un énorme progrès, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors, Chloé ou Violaine, que peuvent faire les patients? Qu'est-ce que vous leur dites? Et que peut faire aussi l'entourage? Parce que ça, c'est une des dimensions clés du livre. Pour traverser, comment vous les aidez à traverser la maladie? Qu'est-ce que... Bon, je commence alors, Chloé, si t'es OK. Vas-y. Je crois que ce qu'il y a parfois d'assez difficile quand on est patient, enfin, en tout cas ce que nous rapportent les personnes qui traversent la maladie, c'est de devoir quelque part donner une part d'eux-mêmes, la part malade au corps soignant, et ne pas trop savoir ce qu'ils peuvent faire en fait pendant la traversée pour justement se donner toutes les chances. Donc c'est comment on va pouvoir déployer ce que Christophe appelle la santé active, comment on va pouvoir aider la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, etc., pour se sentir dans les meilleures conditions tout au long de la traversée. Donc dans les premiers conseils qui peuvent émaner, déjà, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, de ce qui est vraiment vital pour soi quand on vit tout ça. Et après, on a tous les conseils très habituels qui sont comment je peux soutenir ma santé, c'est-à-dire bouger, me mettre en mouvement, ne pas rester enfermé chez moi, mais mettre mon corps en mouvement pour lui permettre de garder une certaine vitalité, une certaine vivacité, de manger des produits sains, des produits qui vont me faire du bien, dont j'ai envie. Voilà, vraiment essayer de venir nourrir quelque chose de l'ordre de la santé. On va appeler ça, on en parle beaucoup dans le livre, comment on va soutenir notre santé globale dans toutes ses dimensions, pour qu'on puisse l'associer à cette lutte contre la maladie et se sentir le mieux possible tout au long de la traversée. Après, il y a un autre aspect qui est un aspect beaucoup plus psychique ou beaucoup plus émotionnel, c'est-à-dire peut-être conseiller aux patients de prendre soin de ce qu'ils vivent, c'est-à-dire que c'est vraiment une traversée très intense, et on peut se dire,
pas de place pour les émotions, j'avance, vraiment, je traverse ça et ça ira. Et pour autant, je crois que notre travail aussi au quotidien, c'est de pouvoir soutenir les patients en disant que c'est complètement OK que des émotions puissent arriver, vraiment avoir tout ce soutien-là qui se déploie au quotidien et de venir renforcer, étayer toute cette prise en charge. Que voilà, il y a vraiment toute la prise en charge cancérologique, mais il y a également tout ce qui peut venir autour et que c'est bénéfique. Voilà, on va garder un œil très bienveillant pour être sûr que ce que va pouvoir déployer le patient, on va le soutenir sans le nuire, en fonction de ce qu'il va vouloir déployer, mais pouvoir redonner une part d'action pour être acteur et ne pas subir encore plus cette traversée qui est déjà délicate. Ouais, tu voulais intervenir, Chloé, non? Non, c'est parfait, c'est voilà, c'est l'ensemble. Non, peut-être juste un petit mot sur aussi le fait que on parle un petit peu de politique dans le livre quand même si c'est dit de manière assez douce, mais c'est important puisque pour nous c'est une maladie qui devient collective vraiment. On parle aussi de l'aspect générationnel dans ces besoins, c'est-à-dire le fait d'être acteur ou non. C'est-à-dire qu'on se rend compte que selon les générations qu'on a en tant que patients, certains ont très envie d'être acteurs et d'autres moins. Et on aborde ça aussi. Mais en tout cas, dans les populations plus jeunes, c'est un vrai besoin, c'est une vraie demande en fait, ça, de savoir comment qu'est-ce que je peux faire en fait? Une question très basique, c'est qu'est-ce que je peux manger pendant les traitements, par exemple? Et très souvent, nous, on est des cancérologues un peu particulières parce que c'est des sujets vraiment qui nous intéressent. Mais très souvent, des collègues peuvent répondre, bah, il n'y a rien de différent à manger. Et en fait, on revient sur tous ces sujets vraiment en détail pour dire que si, il y a quand même des choses à faire. Et on est quand même nombreux aujourd'hui à avoir envie de donner de la place à nos modes de vie, voilà, à nos modes de vie comme élément de soutien. Ouais, ce qu'il faut vraiment savoir, et ce que savent les personnes qui ont traversé cette maladie, c'est que c'est assez rapidement, c'est facile de se trouver réduit quand on est patient à un rôle très passif. On va de rendez-vous en rendez-vous, d'examen en examen, de séance de soins en séance de soins. Et au bout d'un moment, la plupart des patients asphyxient là-dedans. C'est-à-dire, et c'est souvent ça, une fois de plus, qu'ils vont chercher quand ils vont faire des séances de médecine complémentaire, c'est retrouver un peu une sorte d'autonomie, de capacité d'initiative, savoir que faire. Et ce que dit Chloé, des toutes petites questions, genre est-ce que l'alimentation peut influencer le cours de ma maladie? Est-ce que il vaut mieux quand je suis fatigué que je me force un peu à marcher ou que je reste à me reposer? Toutes ces questions-là, elles sont à prendre au sérieux. On les prend au sérieux dans le livre. On aborde ces points en essayant de donner le maximum de données scientifiques et puis de données de bon sens, de données d'expérience. C'est le mélange de tout ça qui est dans le livre aussi, la science, le bon sens, l'expérience, parce que ça fait partie de ce qui va contribuer à la guérison. On n'est pas toujours sûr que les bons conseils, que ce qui nous fait du bien. On avait une grosse rigolade en écrivant le livre par rapport à un moment où Chloé nous disait « Ouais, les œuvres d'art, les poneys, les dauphins, les poules, les lapins, tout ça, il faudrait qu'il y en ait plus dans les hôpitaux. » Et donc, voilà. Donc, vous verrez dans le livre, on raconte tout ça, mais la question, c'est ça, c'est tout ce qui fait du bien n'induit pas forcément une guérison biologique des mécanismes du cancer, mais tout ce qui fait du bien, donne de la force au patient et indirectement donne de l'espérance, donne de l'agentivité. Et ça, c'est notre boulot de soignant aussi de réfléchir à ces trucs-là. On n'est pas là juste pour donner des coups de bistouri, prescrire des médicaments, dispenser des rayons. On est là aussi pour se dire de quoi, une fois de plus, a besoin cette personne. Et ce truc-là,
on a vraiment essayé de le faire passer dans le livre et de prendre au sérieux toutes ces questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement la différence entre les médecines alternatives et les médecines complémentaires? Parce que ça, c'est une notion importante où les gens parlent de médecine douce aussi, puisque donc ça fait partie de l'arsenal que vous accompagnez en étant bien sûr tout à fait dans des traitements conventionnels. Mais Chloé, tu veux parler de ça? Oui, bah, en fait, on prône vraiment une médecine intégrative. Ça veut dire vraiment qu'il va réconcilier la médecine occidentale et les pratiques complémentaires. Tout ce qui va être alternative, c'est lorsqu'on va utiliser en fait les traitements complémentaires à la place des traitements systémiques ou des traitements spécifiques du cancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toutes les deux, en tout cas, des chercheuses aussi, en plus d'être oncologue, et la complexité en fait de cette dimension subjective, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien, et en même temps, qu'est-ce que je peux prendre en étant sécure, safe, que ce soit pas, que ça ne nuise pas en fait. Et très souvent, quand on va quand même dans des démarches alternatives, eh bien les patients du coup ne prennent pas les traitements spécifiques. Et donc on essaye d'expliquer tout ça. Il y a tout un chapitre sur l'auto-guérison, sur l'immunité. Je crois que ça, c'est quand même un gros chapitre d'explication. Pourquoi est-ce que, oui, comment fonctionne notre système immunitaire, pourquoi c'est important aussi de se faire traiter de manière spécifique. Voilà, je crois que c'est... Ça a été comme réponse, Catherine. sans doute le passage du livre le plus difficile pour nous, là, cette réflexion sur une médecine alternative à la place des soins validés, complémentaires en plus des soins validés ou intégratifs, qui est cette démarche où les oncologues, les cancérologues acceptent l'idée que des approches non validées puissent faire du bien à leurs patients et s'y intéressent. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, je crois qu'on en parle dans le livre, c'est au fond qu'il y a trois attitudes possibles. Quand je suis cancérologue, mon patient me dit ben, je suis allé voir un homéopathe, un acupuncteur, un chaman, enfin j'en sais rien. Bon, les chamans, c'est encore un autre truc, mais voilà, des gens qui proposent des soins complémentaires. Ben, il y a les cancérologues qui s'énervent, qui disent c'est zéro validation scientifique, vous perdez votre temps, ça va peut-être même vous faire du mal, c'est peut-être une secte. Il y a ceux qui méprisent, qui disent ouais, si ça vous amuse, hein, allez-y, c'est du folklore, mais moi, ouais, j'ai rien contre. Et puis il y a ceux qui disent bah, écoutez, c'est pas mon truc, mais ça m'intéresse, si vous avez l'impression que ça vous fait du bien, ça m'intéresse, racontez-moi, parlez-moi-en. Et pour nous, c'est cette attitude qui est la bonne, cette attitude qui est la bonne. Enfin, il y a la quatrième attitude qui est l'oncologue qui intègre tout ça, mais déjà, être curieux, être respectueux de ce que fait le patient. D'abord, ça donne des informations quand on est le soignant. Ensuite, si le patient se sent écouté, respecté, compris. Et puis, ça évite aussi que les patients tombent sur des charlatans ou des gourous, sur des sectes, même si c'est rare, beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Les fois où ça arrive, c'est quand même très, très problématique. Donc, on plaide effectivement, enfin c'est surtout d'ailleurs Chloé et Violaine qui sont dans la spécialité, qui plaident pour ça, et elles vont en parler mieux que moi. Violaine, là, je t'ai une fois de plus chippé la parole, mais on plaide pour que il y ait cette curiosité et ne pas avoir peur d'intégrer des approches qui ne sont pas encore validées à 100%, mais qui semblent être bénéfiques, en tout cas pour certains patients, à certains moments de leur parcours de soins. Oui, je rajouterais juste qu'en fait, on parle aussi d'humilité à travers cette médecine intégrative, qui est que notre médecine de pointe, d'excellence, qui n'est pas du tout à remettre en cause, ne peut pas répondre à tout. On en parlait tout à l'heure, il y a énormément de besoins en santé pour les patients. La santé, définie par l'OMS, c'est pas uniquement l'absence de maladie.
c'est vraiment toute une notion dynamique de comment se sentir bien dans tous les espaces de sa vie. Et donc, notre médecine, elle ne répond pas à tout. Et même des fois pour des choses très physiques, par exemple, on a des douleurs post-chimiothérapie qui peuvent atteindre les nerfs et qu'on a énormément de mal à soigner avec nos médicaments. Et pour autant, on peut avoir des thérapies complémentaires qui peuvent vraiment soutenir des patients avec des risques de nuisance très faibles, comme l'acupuncture, par exemple. Et donc, ça nous amène à cette humilité de se dire, en fait, j'ai pas tous les outils, j'ai pas toutes les réponses, mais pour autant, je rencontre un humain qui a des besoins que j'arrive pas à rencontrer, auxquels j'arrive pas à répondre en santé. Et donc, comment je peux élargir mon regard avec le patient. Et on va vraiment être dans une relation, Catherine en parlait tout à l'heure, de cette évolution de la relation de soins, qui est beaucoup plus horizontale par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, où en fait, on va se rencontrer et puis on va essayer de trouver des solutions ensemble. Donc voilà, cette démarche de chercheur dont parlait Chloé, c'est vraiment un fond de la médecine intégrative actuellement parce que c'est quelque chose qui se déploie au niveau international. On a déjà des très belles études scientifiques qui nous réconfortent et qui nous autorisent à commencer à déployer cette thématique. On n'en est vraiment qu'au début. Donc voilà, il y a cette humilité, cette curiosité scientifique et puis cette rencontre humaine pour simplement répondre aux souffrances des gens et faire en sorte que le quotidien soit le plus léger possible. Avant qu'on passe au dernier point, tu racontais une anecdote, Violaine, je ne sais pas si elle est dans le livre, assez incroyable, d'une radiothérapeute à qui une patiente avait dit « Regardez, j'ai une ordonnance d'homéopathie » et qu'il l'avait… Tu peux raconter ? Oui, bien sûr. Oui, pour parler aussi de nos croyances en tant que soignants vis-à-vis de ça, on connaît nos études et l'homéopathie est un très bon exemple où clairement on n'a aucune étude scientifique qui nous permet de valider le traitement homéopathique et de le rembourser. C'est pour ça qu'il y a eu plein de sujets politiques autour de cette thérapie complémentaire. Et donc, c'est l'exemple d'une radiothérapeute qui avait cette vision dans l'homéopathie, drapeau rouge, et donc une patiente lui présente son ordonnance en se sentant en confiance et elle, elle la déchire en lui disant « mais c'est n'importe quoi, oubliez ça ». Et puis en fait, quelques années plus tard, il s'est avéré que cette radiothérapeute, qui est quelqu'un d'humainement très bien, au demeurant, a rencontré l'épreuve de la maladie et m'a témoigné plusieurs mois plus tard qu'en fait, elle avait complètement changé son regard puisque elle, ça l'a soutenue dans son parcours de soins. Et donc, elle avait cette culpabilité de soignante de s'être dit voilà, j'ai pas du tout su rencontrer ce que vivait la personne et le fait qu'elle soit allée chercher cette thérapie complémentaire. Alors, effet placebo, effet qu'on ne comprend pas encore, peu importe, j'ai envie de dire, tant que ça peut soutenir les patients et surtout ne pas leur nuire, voilà, c'est tout l'enjeu de la démarche. Et alors, le dernier point, et qu'on retrouve dans le titre, « Vivre avec, vivre après », c'est aussi un des piliers du soin, c'est-à-dire que comment fait-on, comment se rétablit-on, c'est ça. Et j'étais très étonnée quand vous expliquez que certains patients étaient presque, une fois que les traitements étaient terminés, c'était presque pire qu'au moment des traitements. Donc tout est très délicat, toutes les étapes sont vraiment, comme vous disiez, pleines de nuances. Est-ce que Chloé, tu peux nous parler de ça, du rétablissement ? En tout cas, je crois que c'est un chapitre qui était important pour tous les trois, ça c'est sûr. Important parce que très à l'image de tout ce qui peut se passer dans l'urgence. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on est dans les traitements, en tant que personne, on va être dans l'urgence. Et en général, on sait très bien faire quand on est dans l'urgence, c'est-à-dire que, je ne sais pas, on saigne, on cicatrise la plaie, voilà, on a quelque chose de l'ordre de l'urgence. Et puis, en fait, quand les traitements s'arrêtent, et bien là, c'est différent. On a mis toute notre énergie au moment des traitements. Et qu'est-ce qui se passe maintenant que je dois reconstruire, avancer et réapprendre à vivre, en fait, et à réapprendre à vivre avec quand même cet énorme événement qui est apparu dans ma vie. Et donc, je ne suis plus la même personne qu'avant. Et ça souligne tellement de questions que je crois que voilà, c'est un des chapitres peut-être, je ne sais pas si on a des coups de cœur sur les chapitres, mais en tout cas, c'est un chapitre qui est très profond, qui parle de la vie aussi, hein, clairement.
Et de qu'est-ce que... Ouais. Et donc voilà, et Violaine et moi, on accompagne beaucoup dans l'après-cancer quand même, Violaine particulièrement. Donc voilà, on a essayé d'y mettre beaucoup de soins dans ce chapitre. Oui, c'est défini Christophe, toi, l'après-cancer comme tu parles. Pardon. Excuse-moi, Catherine. Vas-y. Non, je voulais simplement dire que c'est défini comme un impensé en cancérologie, vraiment comme quelque chose dont on ne parle pas et qui ne mérite même pas l'attention. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui fait la surprise des patients, de se dire, mais moi, je pensais que le plus dur, ça allait être la traversée des traitements qui peuvent être extrêmement lourds, parfois extrêmement violents. Et en fait, comme c'est très soutenu, très encadré, et ben, c'est un peu un choc et une découverte de se dire, mais en fait, après, c'est dur, quoi. Et qu'est-ce que j'en fais? Et comment on le soutient? Et en fait, on a un peu cette vision de un jour on est malade et puis un jour on est guéri. C'est une vision très occidentale, comme un effet on-off. Et en réalité, dans le process, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a vraiment un continuum qui se fait. Et donc, comment on accompagne ce continuum pour que la santé soit vraiment au service de la vie, comme vient de le dire Chloé, et pas simplement un objectif, c'est bon, j'ai terminé, c'est acquis, mais vraiment, maintenant que je vais bien, que j'ai moins de traitements, comment je peux vivre la vie que j'ai envie de mener. Voilà, je crois que ce rétablissement est un sujet, oui, extrêmement très philosophique aussi, et puis très personnel, très intime. Donc oui, je crois qu'on y a mis beaucoup de cœur. Et puis c'est vrai qu'en quand même, on a la trouille parce qu'on est souvent face à des cancéraux qui sont prudents avec le mot guérison. Quand on est patient, on a envie d'entendre le mot guérison, vous êtes guéri, c'est fini. En cancérologie, évidemment, on sait comment fonctionne le cancer. Des médecins comme Chloé Violaine ne manient le mot guérison qu'avec prudence, par respect de la vérité, etc. Et donc, ça commence par une rémission, l'après. Et la rémission, c'est quelque chose qui, dans la tête, en tout cas des patients, c'est la suspension. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça ne reviendra pas? D'ailleurs, on a fait dans un des petits interchapitres pratiques un lexique, au fond, des termes importants. Qu'est-ce que c'est la radiothérapie, la chimiothérapie, l'immunothérapie, la rémission, la guérison? Parce que c'est des mots qui semblent clairs aux médecins, mais qui pour le patient sont pas toujours clairs. Donc cet après, il commence d'abord par la trouille, par l'incertitude, le soulagement évidemment, mais la trouille que ça revienne, que ça redémarre, et puis par le constat qu'on voyait apparaître sur l'infographie précédente, là, c'est que la guérison, c'est un truc compliqué. Avec notamment 3 dimensions. Là, il y a la guérison médicale, quand les médecins, les oncologues pour le cancer considèrent que la maladie n'existe plus dans le corps du patient, que le problème est réglé, mais il y a aussi la guérison psychologique, c'est-à-dire on a eu très peur pour sa vie, parfois ça nous a laisser des petites séquelles anxieuses, dépressives. Et on sait qu'au moment du diagnostic, au moment du traitement, au moment de l'arrêt du traitement, le risque psychologique, il y a un sur-risque psychologique de troubles émotionnels. Donc ça, il faut faire attention de voir dans quel état sont les patients après cette épreuve tout de même que représente et la maladie et le traitement, et les emmerdements liés à la maladie, et les emmerdements liés au traitement, et puis la guérison sociale, parce que nous, en français, on n'a qu'un terme, malade, maladie, mais les Anglais, par exemple, ont 3 termes différents. Ils ont un terme pour désigner le fait de se sentir mal, c'est sickness. La maladie vue par les médecins, c'est disease. Et puis, non, c'est illness, la maladie vue par le patient. Par la société, quand on dit c'est un cancéreux, c'est un tuberculeux, c'est sickness, c'est comment les gens voient de l'extérieur la maladie. Et puis disease, c'est la maladie dont parlent les médecins. Les cancérologues, ils ne disent pas un cancer du poumon, ils disent un adénocarcinome, un cancer non à petites cellules, etc. etc. Et il faut que ces 3 guérisons coïncident, et le boulot des soignants, c'est d'aider à vérifier qu'elles convergent. Et puis, il y a la part du patient aussi, qui est d'admettre ça, d'admettre que, comme tu le disais, Violaine, ça ne va pas arriver d'un seul coup.
Et après, bah, c'est tout l'héritage aussi de la maladie. C'est vrai que c'est toujours agaçant quand on est malade, quand on nous resserre la phrase de Nietzsche, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus Mm. forts, et que cette maladie t'a rendu plus fort, plus sage, plus philosophe. Ben, oui et non, oui un peu, puis non, ça me gonfle un peu quand on attend que ça vienne automatiquement parce que c'est du boulot. Donc, on a réfléchi effectivement à ce qu'on pouvait dire d'utile par rapport à cette période de l'après, au fond, ce qui pouvait être précieux de savoir en partage d'expérience. Au fond, quand on est patient, parfois on ne sait pas trop comment fonctionnent les autres patients, même si les associations de patients sont très précieuses à ce niveau-là. Et puis il y a un truc dont on n'a pas parlé, enfin si je peux me permettre, on a fait un chapitre sur la mort, parce que ben là aussi, je ne sais plus si c'est Chloé ou Violaine qui parlait de l'impensé, mais et on s'est dit, est-ce que c'est une bonne idée de mettre un chapitre sur la mort dans un bouquin sur le cancer? Est-ce que ça a être dur pour les lectrices et les lecteurs? Et puis on s'est dit que il fallait, on ne pouvait pas mentir non plus, on ne pouvait pas occulter, et c'était notre boulot aussi de, de dire que c'était normal d'avoir cette peur, que c'était important de l'affronter, de raconter un petit peu comment on pouvait nous envisager de parler de ça, de discuter de ça. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de faire que ça, de ne pas laisser de zone d'ombre dans cette réflexion sur la maladie. Vous expliquez aussi ce que sont les soins palliatifs. Et puis, il y a des méditations qu'on peut télécharger, notamment sur la pensée de la mort ou de sa propre mort, sur la douleur, parce qu'on n'a pas parlé de la douleur, mais évidemment, il y a tout un chapitre qui est consacré à la douleur. Donc, il y a des méditations par rapport à la douleur, par rapport à la vitalité, comment on peut entretenir la vitalité. Donc, il y a beaucoup de ressources, en fait. Comme tu disais, Christophe, c'est une boîte à outils. Et juste 2 mots, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, alors que c'est aussi très important dans le livre, c'est l'entourage. L'entourage pendant, l'entourage après, évidemment, c'est tout à fait clé. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont très, très belles avec des enfants. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut le cacher? Enfin, il y a... Chloé, est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus ou... En tout cas, je crois qu'en effet, c'est comme on parle du cancer comme maladie qui nous touche tous, parfois on l'est en tant que patient et puis parfois on l'est en tant qu'aidant, ou parfois tout simplement parce que ça touche voilà, une collègue. Et donc c'était ouais, c'est un chapitre aussi qui est important et je me souviens de tes collaboratrices, Catherine à l'Iconoclaste, qui a lu le livre et qui nous avait partagé, c'est le livre que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai perdu mon père il y a quelques années. Et je crois que cette phrase, elle résume vraiment l'impact de ce livre aussi sur l'entourage, en fait. Parce que quand on est aidant, alors moi je l'ai été, mais avec les connaissances, les connaissances concrètes, puisque je suis cancérologue, mais souvent l'aidant est un peu perdu parce qu'il aimerait avoir des réponses qu'il n'a pas toujours de qu'est-ce que c'est cette maladie, qu'est-ce que mon parent, mon oncle, mon frère, mon ami a eu. Et donc, c'est aussi un livre qui intéresse, je pense, l'entourage profondément. Christophe? Enfin, moi, j'ai toujours un truc à dire, hein, méfiez-vous, mais j'aurais que Violaine intervienne sur l'entourage. Vas-y, vas-y. Ouais, non, je rajouterais simplement peut-être l'entourage, c'est pas trop comment s'y prendre aussi. Donc, on a essayé de discuter un peu de ça à partir des témoignages patients qu'on peut avoir soit en consultation, soit à partir de podcasts qui existent ou de livres, etc. De cette posture juste qu'on essaye toujours de chercher aussi en tant que soignant, d'être suffisamment soutenant, mais de ne pas prendre trop d'espace. Je crois que c'est aussi enfin, voilà, des discussions qu'on a voulu avoir pour pouvoir aiguiller un peu l'entourage. Je crois que voilà, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, mais simplement être à l'écoute et ne pas imposer. Voilà, comment être présent,
dans toutes ces fluctuations, en fait. Voilà, donc on a essayé de discuter de ça parce que l'entourage souffre souvent beaucoup, n'a pas le soutien que peut avoir aussi le patient, parce que le patient, il a ses espaces de soins qui lui sont dédiés, et l'entourage, les aidants, n'ont pas forcément ces espaces-là. Donc aussi, quel est notre rôle en tant que soignant d'avoir de la vigilance sur tout l'impact de l'écosystème de vie. Voilà, on a essayé d'aborder un peu tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, on a fait un interchapitre sur ça, parce que c'est vrai que quand on est, je ne sais plus comment on l'appelait, on disait aux patients, mais aidez votre entourage à vous aider. C'est-à-dire, faites la liste de tout ce dont vous avez besoin. Et on s'est aperçu que ça pouvait partir dans tous les sens. C'est-à-dire, quand on est patient, parfois on a besoin d'être seul, parfois on a besoin d'être avec des gens, parfois on veut voir des gens très rigolos, qui déconnent, qui parlent d'autre chose. Et puis parfois ils nous énervent et on voudrait des gens profonds, calmes, avec qui parler de la maladie. Donc c'est important aussi, et on a fait cet interchapitre pour montrer aux patients qu'ils avaient le droit d'avoir des besoins parfois contradictoires ou variés, mais c'est important d'expliquer ça, de le dire. Et je crois que l'entourage peut comprendre ces histoires-là à condition qu'il voit que ce n'est pas des sautes d'humeur du patient, mais que c'est une variété de besoins qui oscillent selon les moments de la maladie, selon les mauvaises nouvelles qu'on a apprises, parce qu'après, il y a toute cette partie invisible dont l'entourage ne se rend pas compte, qui est le quotidien des patients. La trouille d'aller repasser un examen en se disant, punaise, il trouve quelque chose, donc on est dans la salle d'attente, on attend les résultats, tout ça, c'est des stress énormes dont l'entourage ne se rend pas toujours compte, et donc on encourage beaucoup les patients, on donne beaucoup de petits conseils pratiques pour leur dire, voilà, aider votre entourage à vous aider, pour être accompagné, donnez un petit mode d'emploi quand même de vos besoins et réactualisez-le régulièrement. Ça s'appelle l'être à votre entourage. C'est ça, voilà. Ce passage. Mais vous voyez, puisqu'on arrive au terme de cette rencontre, je pense que vous avez perçu à quel point c'est un livre compagnon, donc qui accompagne les patients, les aidants, qui peut être, je pense, qui sera très utile à beaucoup de soignants. Enfin, on en a, Chloé et Violaine étaient aussi attentives à, même si ce n'est pas le cœur de cible, je pense que ça va être très instructif. Un livre d'une grande richesse, avec plein de dimensions, beaucoup de chaleur, par moments de la gaieté. Enfin, c'est pas du tout un livre qui est triste, c'est un livre très très lumineux, un peu à l'image de cette couverture, et fondamentalement utile. Enfin, c'est ce qui vous a animé pendant tous vos échanges. C'était est-ce que ça c'est utile, est-ce que ça peut servir, est-ce que ça c'est clair. C'était le tamis qui vous a servi à trier vraiment, parce que la conversation, elle était infinie. Enfin, elle pouvait devenir aussi philosophique, politique, sociétale, mais même s'il y a ces dimensions-là, le résultat, je trouve, est un incroyable compagnon de traversée. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur ce que représente ce livre pour vous, cette expérience, ou ce que vous lui souhaitez au moment où le baptême approche? Chloé? Non, moi, juste dire que je crois qu'on a pris, mais on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire. C'était très, très profond, très doux. C'était plein de vulnérabilité aussi. Donc voilà. Et non, mais je lui souhaite une grande vie au-delà de nos écritures. Voilà, qui puisse faire écho dans les vies des uns et des autres. Voilà. Violaine? Moi, je crois que je lui souhaite de nourrir l'espoir et l'envie de vivre pour les personnes qui le liront. Voilà. On dirait le perso de La Belle au bois dormant, les fées qui arrivent, qui font les deux. C'est ça. Déjà, t'as cassé l'ambiance là, franchement, Christophe.
Non, merci à Catherine quand même de nous avoir guidés dans l'écriture parce que c'est toi qui as été notre bonne fée, c'est nous trois qui avons travaillé parce qu'on avait voilà le contenu, mais tu nous as quand même bien cornaqué, piloté, rassuré, aidé à transformer cette conversation en beau livre et bon livre, sincèrement, je pense que c'est voilà. Merci à mes deux copines, hein, Chloé, Violaine, parce c'était tout le monde a joué le jeu et moi j'étais très sensible à votre implication aussi. On a vraiment tous essayé de faire ça. Et puis je crois que c'est un livre qui nous rappelle que la vie est belle, que la maladie nous rappelle à quel point que la vie est belle et que quoi qu'il arrive, évidemment, ces maladies, instantanément, on se dit bah, ça va raccourcir le tour de piste. Quoi. Je risque de descendre du bus avant tout le monde, mais je ne sais pas finalement ce qui va se passer et en attendant, comment faire pour que voilà, des rires d'enfants dans la rue, au lieu de m'affliger et de me faire me dire mon Dieu, je ne vais plus entendre tout ça, ça me nourrisse, que je me dise c'est génial, c'est la vie, c'est le ciel bleu, c'est des fleurs, c'est des enfants et quoi qu'il arrive demain, à cet instant, je m'en nourris, je m'en réjouis. Et je crois qu'on a essayé de faire planer un peu cet esprit dans le livre, c'est-à-dire voilà tout ce qu'il vous faut savoir, tout ce que vous pouvez faire et savourer le plus possible. Dans tous les cas, ça sera jamais perdu, quoi qu'il arrive. Je dis ça un peu en vrac, c'est mieux dit dans le livre, hein, mais quand même, c'est un peu... Non, mais c'est clair. En tout cas, maintenant, c'est à vous tous et vous toutes de vous en emparer. Et puis, on espère tous que ce livre aidera beaucoup de lecteurs et de lectrices parce que c'est vraiment ce qui a animé toute son élaboration. Et voilà.